Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui je voulais parler de l'actualité, de ce qui se passe actuellement, comme je fais deux vidéos, trois vidéos en comptant celle-ci. Et je voulais parler de la grève qui avait lieu actuellement, toujours lieu encore aujourd'hui, dans les raffineries de Total et qui correspond donc aux revendications des salariés donc de Total Energy et d'ExxonMobil aussi. Alors, tout d'abord, je voulais établir quelques vérités et quelques rappels, et je voulais d'abord signifier que je soutenais cette grève, ne serait-ce que par sa légitimité, et parce que, de toute façon, mon soutien va naturellement de soi, étant donné que je suis toujours derrière le salariat, et je le défends toujours contre son exploitation par le grand capital. Donc ça déjà c'est clair, hein, je peux pas être plus clair. Donc je défends les salariés. Euh, Maintenant, je vais émettre quelques critiques en fin de vidéo sur cette grève et je vais dire pourquoi il faudrait aller plus loin que cette grève et pourquoi cette grève est problématique, oui, par le piège aussi que nous tend l'État. Alors tout d'abord, on va parler des profits de Total. Donc certains en ont sûrement entendu parler. En 2021, Total a fait 16 milliards de dollars de profit, ce qui correspond à 13,5 milliards d'euros. Pour ExxonMobil, qui est une major encore plus importante que Total, qui fait partie des 6 premières majors, ou des 5 premières déjà dans le monde, c'est encore plus important, puisque ExxonMobil a fait un total de profit en 2021 de 23 milliards de dollars, soit 7 milliards de dollars de plus que Total. Alors, ces profits assez exceptionnels engendrés par les majors du pétrole et du gaz sont expliqués et justifiés par l'inflation donc des prix sur les hydrocarbures et le gaz, qui découle des politiques complètement criminelles et inconscientes de la Banque centrale européenne, qui fait tourner, notamment depuis la période covidiste, c'est très net, la planche à billets d'une manière complètement illimitée, et qui rachète les obligations d'État par de l'émission monétaire, et en faisant donc gonfler des bulles spéculatives dangereuses dans les marchés, notamment les marchés secondaires en Europe. Donc cette émission monétaire, forcément, qui n'a plus de limite, a créé une inflation monétaire, hein, c'est évident, et qui dit inflation monétaire dit forcément dévaluation monétaire. Parce que derrière, en plus, il n'y a pas de création de richesse, le PIB n'augmente pas, mais on continue toujours à imprimer de la monnaie à partir de rien en fait, hein. La Banque centrale fait ça, Banque centrale européenne, presque sans aucune limite, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Et donc ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire que l'euro chute. Et donc le prix de l'importation des matières premières en zone euro forcément flambe. Donc Total, ExxonMobil, bah, ce sont des entreprises qui profitent de ça, et qui profitent donc de la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat et de l'appauvrissement en Europe et en particulier du peuple français. Et, et qui profitent dans une certaine mesure aussi de la guerre en Ukraine et surtout des sanctions en fait contre la Russie, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, justement les sanctions contre la Russie faisant augmenter le prix du gaz, car nous payons en Europe le gaz russe par des voies détournées, donc des voies plus chères en fait, notamment par l'intermédiaire indien. Et donc ça aussi, les sanctions contre la Russie, le sabotage par les Américains du gazoduc Nord Stream 2, eh bien, entraînent forcément une flambée des prix des hydrocarbures et du gaz. Alors, donc dernièrement, Total Energy a déclaré un versement exceptionnel, assez exceptionnel, faut le dire, qui découle en fait des profits engendrés, un versement exceptionnel de dividendes aux actionnaires à hauteur de 2,62 milliards d'euros. Alors j'ai regardé qui étaient les actionnaires de Total.
qui avait des parts chez Total et en quelle proportion? On dit souvent, oui, les salariés de Total, ils gagnent 5 000 euros par mois et en plus ils sont actionnaires de Total, mais de quoi ils se plaignent? Alors, juste pour vous dire que l'ensemble salarial de Total, c'est-à-dire l'ensemble des 101 000 salariés, non pas un salarié, mais l'ensemble, le groupe des 101 000 salariés de Total, possède 6,8% du capital de Total. La plus grande part est détenue donc par l'ensemble des actionnaires institutionnels à hauteur de 78,5%. La France possède 15,1% du capital de Total et l'Amérique du Nord 30%. Et après le reste, donc, c'est les actionnaires individuels. Ce sont les actionnaires individuels à hauteur de 13,4%. Et là, on a de tout. Du plus petit actionnaire qui possède une petite action au plus gros investisseur. Et alors là, je vous garde sur le nom de l'investisseur qui fait partie des plus grands actionnaires de Total parce que vous n'allez pas être étonné, mais c'est très intéressant par contre. Et dans tout ça, Total ne possède que 1,3% des parts de sa propre entreprise. Donc c'est pas énorme, effectivement. Alors, parmi les actionnaires individuels, le plus gros investisseur de Total Energy, c'est BlackRock. Décidément, ils sont partout. Donc BlackRock qui possède 6,2% du capital de Total, ce qui équivaut sur les 2,62 milliards de dividendes versés dernièrement à un petit chèque assez sympathique de 162 440 000 euros. Donc voilà, BlackRock en parasite financier des entreprises, donc engrange un maximum de profit sur les bénéfices de ces entreprises. Donc BlackRock, sans rien faire, hein, je veux dire, BlackRock juste investit de l'argent, quoi. C'est un gestionnaire d'actifs, en plus, voilà. Donc il fait rien pour l'entreprise totale, enfin je veux dire, il fait rien dans le sens il produit rien, c'est pas lui qui conduit les camions, c'est pas lui qui travaille dans les raffineries, mais bon bah BlackRock, lui par contre, il a une bonne rémunération par Total à hauteur d'une centaine de millions d'euros. Voilà. Donc la France, qui possède 15%, donc possède 393 millions d'euros. Après, est-ce que c'est la France, l'État français? Ça, j'ai pas réussi à bien comprendre. Un actionnaire institutionnel, pour moi, c'est l'État français qui possède 15% des parts, mais j'en suis pas trop sûr. C'est assez bizarrement expliqué. Mais pour en revenir donc à ce mythe comme quoi les salariés gagneraient beaucoup d'argent chez Total, un seul salarié, donc pas les 101 000 salariés, mais un seul salarié, si on devait découper en parts égales les 6,8% détenus par le salariat chez Total Energy, un seul salarié détiendrait seulement 0,00067% du capital de Total. Ce qui fait que sur les 2,62 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires, finalement le salarié de Total qui bosse et qui trime tous les jours ne prend que 1755,40 euros. Donc c'est pas si énorme, hein, c'est toujours ça de prix, vous allez me dire, mais par rapport à un BlackRock qui fait même pas partie de l'entreprise, on est sur du centaines de millions d'euros à un salaire modeste. Parce que 1700 euros aujourd'hui avec l'inflation, c'est modeste. Un seul actionnaire individuel d'ailleurs, sur les 1 300 000 actionnaires, chiffre en augmentation d'ailleurs, de Total Energy, ne possède que, en moyenne, bien sûr c'est une moyenne là, hein, 0,00001% du capital, ce qui lui donne une rémunération en dividende de 270 euros sur les 2,62 milliards versés par Total. Donc un petit actionnaire gagne à peu près 270 euros pendant que BlackRock, lui,
se fait énormément d'argent, quoi. Se fait le jackpot. Donc ceux qui se partagent le festin des exceptionnels profits engrangés par Total, je veux dire, ils sont pas nombreux à en profiter beaucoup. En fait, l'entreprise qui en profite le plus, c'est bien BlackRock. Et pendant ce temps, d'ailleurs, le PDG Patrick Pouyanné a été augmenté de 50%. Alors j'ai vu le tweet qu'il avait fait, j'en ai ri jaune, hein. J'ai vu le tweet qu'il avait fait. Non, mais j'avais amputé mon salaire déjà de la moitié, je l'ai réaugmenté, oui, enfin. Patrick Pouyanné gagne dans l'année 6 millions d'euros par an, ce qui lui fait un total de 500 000 euros net par mois. À comparer, un salarié aura peut-être gagné au mieux sur l'année 45 000 euros, 45 225,40 euros, j'ai mis. À comparer aux 6 millions d'euros de Patrick Pouyanné, quoi. Parce que j'ai hors prime, hein, en fait, bon, hors prime, j'avoue, mais j'ai compté en plus, effectivement, les dividendes versés sur les 2,62 milliards là, versés dernièrement. En prenant en compte un salaire correct, hein, chez Total, hein, parce que j'ai pris en compte vraiment dans ce calcul un salaire de 3 000 à 3 500 euros, ce que gagnent en fait les salariés qualifiés de Total. Les plus bas salaires, ils sont à peu près au SMIC, hein. Et généralement, ceux qui gagnent 5 000 à 7 000 euros, ce sont les cadres supérieurs de Total. Donc, le pouvoir et le capital de BlackRock dans l'entreprise sont énormes. Je dirais même que c'est BlackRock qui a le pouvoir sur Total, BlackRock et ses associés. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça, parce que en allant sur le site de Total Energy, j'ai découvert une phrase très intéressante que je vais vous lire tout de suite et que je vous commenterai après. Qui dit ceci, donc je cite, ouvrez les guillemets, Total Energy soutient l'initiative du World Economic Forum, donc le forum économique mondial présidé par Monsieur Klaus Schwab à Davos, de proposer des indicateurs ESG communs pour toutes les entreprises et a commencé à publier les indicateurs ESG Core proposés par le WEF, donc le Forum économique mondial, IBC, c'est-à-dire le conseil en affaires du forum, dans son rapport annuel 2020. Total Energy soutient l'initiative du World Economic Forum de proposer des indicateurs ESG. Alors, qu'est-ce que sont les ESG? Alors, l'ESG est un score ou une note attribuée à une entreprise pour, en gros, savoir si elle respecte l'environnement et si elle respecte le capitalisme des parties prenantes, si elle est assez inclusive et qu'elle respecte l'idéologie woke. En fait, c'est le score d'ESG détermine le niveau, en fait, de wokisme, de LGBTisme, de réchauffisme, hein. Plus une entreprise fait du greenwashing, plus elle aura un bon score ESG. Et donc, en fait, c'est une bonne manière pour le Forum économique mondial de soumettre les entreprises à l'idéologie mondialiste de Davos, quoi, de la grande réinitialisation. Et donc finalement, si BlackRock a investi massivement chez Total Energy, c'est sûrement parce que son score ESG était suffisant. Parce que BlackRock, qui a des liens très étroits avec Klaus Schwab, investit méthodiquement dans les entreprises dont le score ESG est forcément le plus élevé. Parce que BlackRock, justement, fait partie de cette oligarchie mondialiste qui veut que le projet de la grande réinitialisation et de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab se réalise. Et donc, il investit dans les entreprises qui font révérence à l'idéologie mondialiste portée par Davos. C'est logique. Mais alors, qu'est-ce que la 4e révolution industrielle portée par cette oligarchie mondialiste autour, donc, de son représentant Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, et qui justifie donc les scores ESG des entreprises qui voient leur investissement baisser quand elles ont des mauvais scores et leur investissement monter quand elles ont des bons scores. Alors la 4e révolution industrielle, c'est d'abord le titre d'un livre qui avait été écrit par donc justement Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, et qui précédait son dernier livre en 2020 qui s'intitule La grande réinitialisation, qui sont très liés l'un et l'autre, et je vais vous expliquer pourquoi.
Mais au-delà effectivement d'être le titre d'un livre, la quatrième révolution industrielle, c'est un projet économique et politique, mais surtout économique, qui est porté par Klaus Schwab et la caste mondialiste, de numérisation de l'économie capitaliste, de numérisation complète de l'économie capitaliste et de complète décarbonation avec une économie basée sur exclusivement les énergies renouvelables, le solaire et l'éolienne. Donc, en fait, c'est juste le passage d'une troisième révolution industrielle à une quatrième révolution industrielle. Et donc, pour faire simple, c'est en fait la quatrième révolution industrielle, une économie complètement tertiarisée, de services, et complètement numérisée, avec des entreprises ayant un pouvoir et un monopole considérables qui sont Apple, Amazon, Uber Eats, Deliveroo. En fait, Uber Eats et Deliveroo, c'est vraiment, je dirais, le symbole de cette quatrième révolution industrielle. Si vous voulez savoir ce qu'est la quatrième révolution industrielle, vous prenez le modèle d'Uber Eats ou d'Amazon et vous comprenez ce que c'est. Et une économie basée essentiellement sur les énergies renouvelables, donc en fait, effectivement, une économie avec Apple, Amazon, Google et des éoliennes partout. Et justement, sur le sujet des énergies vertes, Klaus Schwab en fait défend justement les mérites de ces énergies vertes pour leur caractère finalement profitable au marché financier, au monde de la finance internationale. Dans son livre The Great Reset, qui explique les moyens par lesquels on peut arriver à la quatrième révolution industrielle, page 123, où il déclare, je cite, « Un document politique préparé par Systémique en collaboration avec le Forum économique mondial, donc qu'il préside lui-même, estime que la mise en place d'une économie favorable à la nature, pourrait représenter plus de 10 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 en termes de nouvelles opportunités économiques ainsi que de coûts économiques évités. » Alors en 2020, 11 investisseurs, dont le Crédit Mutuel et la Banque Centrale, donc pas n'importe quels investisseurs, voulaient contraindre Total Energy à des objectifs climatiques plus ambitieux. Et pour l'anecdote, l'année d'après, en 2021, en mai pour être plus précis, les actionnaires s'étaient prononcés favorablement au changement de nom. Donc l'entreprise Total est devenue Total Energy, faisant oublier tout son côté pétrole, gaz, voilà. Et cette décision, commune à la direction et à l'ensemble des actionnaires, a été expliquée par Patrick Pouyanné, qui a déclaré « Le groupe affirme sa volonté de se transformer en une compagnie multi-énergie pour répondre au double défi de la transition énergétique. » Et donc Patrick Pouyanné, en fait, s'inscrit lui-même complètement dans ses intérêts mondialistes, ses objectifs, d'aller vers le renouvelable. Je rappelle qu'il a augmenté sa part de renouvelable dans sa production jusqu'à 20% quand même, donc c'est pas rien. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIE, exhorte le monde à arrêter tout nouveau projet d'exploration pétrolière ou gazière. Alors l'AIE, c'est une organisation qui est composée des 30 États de l'OCDE, dont la France. Et d'ailleurs, ce sont les États de l'OCDE qui nomment le directeur de l'AIE, donc dont l'État français. Et d'ailleurs, le gouvernement Macron a assez récemment, je crois que c'était en 2019, délivré la Légion d'honneur à l'actuel directeur de l'AIE qui s'appelle, je crois, Fatih Birol. Et donc, on voit que Total, finalement, acquiesce et se soumet là aussi aux décisions de l'AIE. Et on le comprend par ces liens qu'il a avec l'État français, ces liens très forts. Total, pour l'État, représente une véritable machine à sous. Quand vous payez votre plein d'essence, 60% va à l'État. 60% de ce que vous avez payé va à l'État. Dans 1 litre d'essence, la part qui va à l'État
c'est 60% par la TVA, la TICPE et une autre TVA sur la TICPE. C'est-à-dire que dans le prix d'un litre d'essence, on a 3 taxes et notamment une taxe sur une taxe, quoi. Et seulement 40% du prix de l'essence correspond à la distribution et au coût du pétrole, le coût véritable du pétrole. Donc par exemple, quand vous payez 2 euros le litre d'essence, et ben vous en donnez 1,20 € à l'État, qui utilisera cette manne d'impôts, de taxes, hein, pour rembourser les dettes. Dont on n'est pas nous-mêmes à l'origine, mais dont par contre le gouvernement français, lui, depuis des décennies, est à l'origine, hein, en empruntant sur les marchés, en creusant la dette, en créant du déficit. Donc c'est ce qui a amené, je rappelle quand même, aux manifestations Gilets jaunes, hein. Et c'est très compréhensible, hein. Au-delà du fait que l'État français apparemment possède 15% de la part du capital, pardon, de Total Energy dans un plein d'essence, le plus gros du prix correspond à des taxes d'État. Donc c'est une manne d'impôts, hein, Total Energy pour l'État en fait. Et donc on ne sera pas étonné que Total Energy en fait augmente sa part de renouvelables. Parce que après finalement la pression de quelques actionnaires, la pression de la caste mondialiste par l'ESG et les forts investissements de BlackRock, par le fait que l'État français, avec le gouvernement Macron, est complètement soumis et répond aux exigences des objectifs mondialistes du Forum économique mondial. Et ben finalement, on ne sera pas étonné que Total, de par effectivement tous ces liens et toutes ces soumissions, BlackRock, État français, actionnaires autres, ESG, eh bien, aille dans le sens effectivement de la politique mondialiste qui veut que l'on passe complètement au renouvelable. L'Union européenne abonde aussi dans ce sens, on serait étonné du contraire, hein, par sa résolution prise pour 2035 de passer au tout électrique donc dans la zone de l'Union européenne. Dans le même temps, l'État français détruit son propre parc nucléaire. Donc la France détruit son propre parc nucléaire et aujourd'hui, 32 réacteurs nucléaires sur 56 sont à l'arrêt. C'est-à-dire que la majorité des réacteurs, majorité écrasante, sont à l'arrêt en France aujourd'hui. Les exigences néolibérales de l'Union européenne sur EDF, c'est très simple. C'est le projet Hercule porté par l'État français, c'est-à-dire le démantèlement d'EDF en plusieurs branches. Une branche nucléaire qui est nationalisée et une branche d'énergie soi-disant verte, l'éolienne et le solaire qui est privatisée. C'est-à-dire qu'on socialise, nationalise les pertes et privatise les gains, puisque le marché de l'éolienne et du renouvelable est un marché en pleine expansion. Et l'Union européenne, en plus de ça, impose à EDF un dispositif qui s'appelle l'Arenh, qui est un dispositif complètement absurde et grave, qui met en concurrence artificielle l'entreprise EDF avec des fournisseurs d'électricité qui ne produisent pas eux-mêmes leur électricité, mais qui l'achètent à EDF à un prix bas pour le revendre à des particuliers à un prix plus élevé. Et donc ils se font de l'argent là-dessus. Voilà, sur le dos de l'énergie française, l'énergie nationale, donc sur le dos d'EDF. Donc, pour résumer, on a un État qui abonde dans le sens du tout électrique et du renouvelable. État français, pour répondre aux exigences de l'Union européenne et de Davos. Et en même temps qui détruit son parc nucléaire pour répondre aux exigences de l'Union européenne. Total, dans l'histoire,
baisse sa part de pétrole dans sa production et augmente sa part, enfin surtout augmente sa part d'énergie renouvelable par la pression donc de ses actionnaires, de BlackRock et de l'État. Tout ça pour arriver aux fins de la quatrième révolution industrielle. Alors dernièrement, il y a quand même le directeur général de Stellantis, monsieur Carlos Tavares, qui a quand même dénoncé en fait ces résolutions pour 2035, notamment de l'Union européenne, en déclarant ceci, je cite, « On ne peut pas rester sur le dogme du véhicule électrique pour tous parce qu'il est trop cher. » Et il a dénoncé aussi une transition énergétique trop rapide en Europe. Et donc, ok, on l'a compris, l'objectif des mondialistes, c'est de nous faire passer aux énergies renouvelables, totalement. Mais les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Si elles sont intermittentes, ça veut dire que une économie basée seulement sur de l'éolienne et du solaire fera face à des coupures d'électricité. Et pas qu'un peu des coupures d'électricité. Beaucoup de coupures d'électricité. Et alors là, je vais me risquer à une hypothèse. On a vécu sous l'ère covidiste, par cet État libéral totalitaire, et qui agit pour les intérêts mondialistes, un contrôle social des peuples extrêmement répressif et extrêmement autoritaire et totalitaire. Avec des passes sanitaires, passes vaccinales, les QR codes, voilà, un crédit social, comme on dit à la chinoise, lié au vaccin, au soi-disant vaccin, et au Covid. Eh bien, on peut décliner ça sur l'énergie. Si on a plein de coupures d'électricité, on aura sûrement un marché de droits à consommer de l'énergie. Comme on a des crédits carbone, des droits à polluer aujourd'hui, on aura des droits à consommer de l'énergie. Et on aura possiblement un système de crédit social et de contrôle social autour de l'énergie, avec pourquoi pas un pass énergétique. On peut tout deviner. Parce que je ne pense pas les mondialistes, les élites globalistes assez stupides pour penser que leur économie de la quatrième révolution industrielle puisse correctement fonctionner et que Amazon et Apple ne soient pas fortement impactés par de graves coupures d'électricité, dues à effectivement au développement complètement inconscient d'éoliennes et de solaire, de soi-disant énergie verte. Et donc, imaginez, on est dans la quatrième révolution industrielle, une économie complètement numérisée, avec une monnaie numérique de banque centrale, vous avez un portefeuille d'identité numérique, où vous avez effectivement votre carte d'identité, tout votre certificat de vaccination, etc. Imaginez, vous êtes un petit chef d'entreprise, et vous faites face des fois à des coupures d'électricité. Et vous allez voir votre assureur parce que vous avez des problèmes, je ne sais pas lesquels, dû peut-être aux coupures d'électricité. Et celui-ci vous dit « Ah non monsieur, désolé, on ne va pas pouvoir vous assurer parce que vous avez vu, regardez, on a vu votre consommation d'énergie, vous avez trop consommé, c'est d'ailleurs pour ça que vous faites face à des coupures, et donc là on ne peut pas vous assurer en fait. Là c'est pas possible. Pareil pour la banque. La Banque centrale, on demandera un crédit à la Banque centrale européenne directement, et la Banque centrale européenne nous répondra « Ah non monsieur, désolé, mais vous voyez, je ne peux pas vous accorder ce crédit-là pour vos investissements, regardez, vous avez trop consommé d'énergie. Et je sais, vous n'avez pas l'argent, monsieur, pour payer, vous n'avez pas assez d'argent, vous faites partie de la classe moyenne, pour payer effectivement des droits à consommer que les riches peuvent se payer, ce qui, au passage, montre bien, comme le dit Youssef Indy, et pour reprendre ces termes, que la grande réinitialisation, l'économie capitaliste rêvée par les mondialistes est en fait un capitalisme de consommation qui appauvrit volontairement les masses inutiles qui ne servent plus à rien, pour reprendre les termes du proche de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari. Et donc comme elle sert à rien, cette masse d'inutiles, eh bien on peut la mettre au chômage, peut-être lui donner un revenu universel, comme ça elle pourra effectivement consommer, comme ça elle aura le droit de consommer un peu d'énergie, et pourra acheter un peu de droit à consommer de l'énergie. Et puis elle aura les miettes, donc
Elle sera un peu plus docile. Et elle fera très attention parce que la coercition existant autour du pass énergétique, elle fera attention à sa consommation. Qu'est-ce qui va se passer pour cette petite entreprise qui fait face à des coupures, qui voit qu'on lui bloque tout? Bah, elle va finir par mettre la clé sous la porte. Et son patron, qui faisait partie de la petite classe moyenne, va être appauvri, complètement prolétarisé. C'est le projet mondialiste, effectivement. Destruction de la classe moyenne, appauvrissement généralisé, au profit d'une petite élite. Voilà. Parce que, effectivement, l'économie de la 4e révolution industrielle demande moins de travailleurs, moins de prolos, en gros. Plus de robots, par contre. Voilà. Et peut-être que vous pensez que j'affabule, que mes hypothèses sont complètement fictives, qu'elles proviennent de théories du complot, etc. Mais récemment, l'État français a pondu un petit arrêté, qui est l'arrêté du 22 septembre 2022 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité, et dont l'article 1 stipule que sur la seule décision arbitraire des pouvoirs publics, ces derniers auront la possibilité de couper l'électricité de tous les Français entre 11h et 15h30. C'est stipulé dans l'article 1. Et je dis bien couper l'électricité, les pouvoirs publics auront la possibilité effectivement de couper l'électricité à tous les Français, puisqu'il y a bien marqué que cela concerne les dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité. Les réseaux publics, donc en gros le réseau général, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu, j'ai beaucoup dégraissé, mais je voulais quand même remettre en perspective et en contexte cette grève dans effectivement ses réalités et ses projets mondialistes. Et pourquoi ça? Parce que, et je vais en venir tout de suite, cette grève me pose quand même quelques problèmes. Parce qu'elle est profitable aussi pour ces intérêts-là, que j'ai cités précédemment. Pendant 13 jours, Total n'a pas réagi à la grève. 13 jours. Donc déjà, ce genre d'information me met la puce à l'oreille. Le gouvernement Macron n'a pas plus réagi, alors qu'on connaît son irrespect actuellement pour le droit constitutionnel. Il aurait pu très bien faire des réquisitions de salariés bien avant et remettre en question le droit de grève bien avant. Macron, il n'a plus aucune limite aujourd'hui, donc voilà. Donc c'est que finalement, cette grève-là lui est profitable à lui et à cette petite caste oligarchique qu'il représente. Et on connaît encore une fois les liens très forts entre Total et Macron. Donc peut-être que Macron lui a dit « Attends, laisse pourrir la situation, ne négocie pas avec les salariés un salaire décent. De toute façon, c'est des petits prolos. Laisse envenimer la situation, ça peut nous être profitable. » Et pourquoi ça peut leur être profitable? Bah déjà parce que le bouc émissaire des pénuries de carburant actuelles est tout trouvé. Bah c'est le gréviste en fait. C'est le gréviste qui est montré du doigt par le pouvoir politico-médiatique comme étant le responsable des pénuries actuelles. Bah, pénurie de carburant, bah oui, ils bloquent les raffineries, soi-disant, ce qui est faux. En fait, ils font juste grève pour qu'on leur revalorise leur salaire à hauteur de l'inflation et en vue des profits exceptionnels et remarquables de Total. Bah oui, c'est le gréviste, hein, effectivement, qui a fermé 25%, enfin qui ferme 25% des raffineries. Bah oui, c'est de sa faute. Hein, c'est pas du tout de la faute du patron de Total qui veut pas négocier les salaires, bien sûr. Et puis en plus, c'est très, très intéressant pour l'État qui peut fomenter des luttes horizontales au sein du peuple français, monter les uns contre les autres, monter le peuple français contre les grévistes, et ainsi garder le pouvoir facilement par cette stratégie du diviser pour mieux régner, stratégie diabolique, hein, pour reprendre le terme de Fabrice Divisio. D'ailleurs, Total a récemment fait un communiqué en pleine grève pour affirmer qu'un salarié touche 5 000 € par mois. Donc Total fait un communiqué pour ça, pour effectivement provoquer, donc envenimer la situation finalement. Et puis la pénurie de carburant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, non, quand même. Elle dissimule complètement la pénurie d'électricité et les pénuries autres qui sont de la responsabilité et de la culpabilité totale de l'État français et de l'Union européenne. S'il y a pénurie d'électricité, c'est parce que l'État français
a détruit effectivement le parc nucléaire, et parce que l'État français abonde dans le sens des sanctions contre la Russie, nous coupant du gaz russe. Voilà. Et en plus de ça, qui a décidé de plafonner à 40 € les pleins d'essence pour les camionneurs? C'est le gouvernement. 40 €. Avec 40 €, combien de kilomètres peut faire un camion? L'économie, elle est mise à l'arrêt par l'État, hein, comme pendant le confinement. D'ailleurs, cette destruction de l'économie, elle rentre dans les plans des Américains, qui ont décidé, alors quand j'ai les Américains, c'est les démocrates, de faire la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Européen. Biden qui déclare que les sanctions contre la Russie, même si elles pénalisent l'Europe, c'est le prix à payer. Prix de la liberté, comme dirait Macron, hein, n'est-ce pas? Et puis enfin, si je suis un peu dérangé par cette grève, c'est aussi par son contrôle syndical. Le contrôle que la CGT a sur cette grève. Et je suis un peu dérangé parce que je n'ai jamais entendu par exemple la CGT dénoncer, et notamment Philippe Martinez, unanimement, la suspension des soignants vaccinés. J'aurais bien aimé les entendre plus fermement là-dessus. Mais bon, Philippe Martinez aura ses subventions par le gouvernement Macron, tout ira bien, et finalement il servira un peu ses intérêts. Et en plus de ça, j'ai appris les raisons pathétiques pour lesquelles finalement la CGT avait appelé à mobilisation pour cette grève. Et ça me donne encore moins envie finalement de me battre à leur côté. Faut savoir que la CGT récemment a perdu un nombre considérable de voix aux élections professionnelles de Total Energy. Et le lendemain des résultats électoraux, catastrophiques pour le syndicat, la CGT appelle à la mobilisation. Donc en fait, on a compris, c'est pour se refaire une figure et pour regagner des voix, quoi. C'est par but essentiellement électoraliste. Mais justement, en fait, il faudrait profiter de cette mobilisation qui est pour l'instant trop profitable pour le gouvernement et pour les intérêts mondialistes pour la généraliser et en faire une mobilisation qui ne soit pas chapeautée par la CGT, mais une mobilisation nationale et spontanée de gens qui reprennent les gilets jaunes, qui remettent un gilet jaune, qui revont sur les ronds-points, qui vont aux manifestations à Paris, même si je sais que la répression est dure, mais moi je serai là, clairement. Alors je sais que le samedi, des fois je travaille, mais en tout cas les ronds-points, la semaine, je peux les garder, il n'y a pas de problème. J'ai vu un appel à mobilisation pour le 12 novembre de Gilets jaunes. Il faut qu'on aille dans ce sens-là, il faut qu'on se mobilise, qu'on s'organise. Et qu'on dépasse la CGT qui ne doit pas faire la pluie et le beau temps, des mobilisations, des révoltes et des grèves. C'est pas à la CGT de donner le là, quoi. CGT, donc le gouvernement français finalement, en fait, derrière. Donc voilà. Il faut entamer vraiment une révolte populaire qui comment dire, qui échappe, en fait, à n'importe quel contrôle par le pouvoir oligarchique. Avec la CGT, j'ai des doutes. J'ai des incertitudes et je sais que le pouvoir n'est pas si loin que ça. Voilà, donc j'appelle vraiment et j'exhorte vraiment tous les résistants à la mobilisation, mais hors du syndicat. Je vous remercie de m'avoir écouté.